Ensuite, le poumon économique, c'est Gibraltar, qu'on le veuille ou non. L'un des principaux soucis de la ville, c'est peut-être le chômage, c'est possible. Je pense que oui, c'est surtout ce qui m'empêche de dormir. Il faut considérer que le chômage approche 30%. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans la rubrique adresse? Fais-moi un bisou au lieu de râler. Où dois-je mettre l'adresse? Sens interdit, mais je l'ai mis car c'est très étroit. La grande majorité des gens normaux, des travailleurs, et maintenant encore plus, ont leur commerce, leurs emplois et tout ça. Depuis 1704, une flotte anglo-néerlandaise s'est emparée de Gibraltar par la force. Les relations entre les territoires espagnols du Campo de Gibraltar, notamment la Línea de la Concepción, et Gibraltar. Le rocher est aujourd'hui caché par un épais brouillard, rendant son sommet invisible. Leur relation a été marquée par une interdépendance fluctuante durant ces 3 siècles. Accompagnez-moi aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour en apprendre un peu plus sur ces territoires et leurs habitants, leur passé, leur présent et ce qui les attend à l'avenir. Allons-y! Regarde, nous sommes actuellement au centre géographique du centre-ville. Pour te donner une idée, la ville, géographiquement, c'est comme si c'était un cap qui va par là-bas et se termine à Gibraltar. L'image emblématique du rocher, on l'a un peu plus loin, non? À sa naissance, la ville s'est développée à l'abri d'une ligne de fortification sur ce cap. Le fort de Santa Barbara sur la plage de Levante et celui de San Felipe sur Poniente. De fort en fort, puis une palissade. Une ligne défensive qu'on appelait la ligne de contrevallation, qui avait pour but d'empêcher les Britanniques de s'emparer de plus de territoire espagnol. Cette ligne a été construite entre 1730 et 1735. À cette époque, environ 3000 personnes vivaient ici, entre soldats et civils. Et tout ce qui accompagne les soldats, c'est-à-dire cordonniers, taverniers, prostituées, etc. Oui, tout. Pourquoi mentir? Bien, en 1810, d'accord? Ces murailles, ces forts ont été démolis. Pourquoi? Parce que les Anglais commencent à soutenir les Espagnols pour chasser les Français qui nous avaient envahis avec Napoléon. Ils ont accepté de nous aider, mais voulaient en partir car cela ne les intéressait pas. Des gens vivaient ici, d'accord? C'est alors que commencent les premières rues qui sont au sud, c'est-à-dire que la ville commence à s'étendre du sud vers le nord, donc depuis la frontière vers le nord, d'accord? À partir de cette ligne de contrevallation. Exact. En 1870, la commune devient indépendante de San Roque, située plus au nord et fondée auparavant. Comme les Espagnols de Gibraltar refusaient à la domination britannique, ils ont créé une nouvelle ville autour d'un ermitage, donnant naissance à San Roque. Les vrais Gibraltariens seraient ceux de San Roque. En fait, le drapeau est exactement le même. Je ne l'ai pas vu, mais on m'a dit que certains ont même des actes de propriété anciens. D'accord? Et donc, comme je te dis, la ville commence à s'étendre du sud au nord. Alors, il y a un moment, en 1883, où il est décidé de construire une nouvelle arène. À cette époque, il n'y avait ni football, ni Formule 1, ni tennis. Les passionnés se tournaient vers la corrida. Donc, sur ces terrains qui étaient un immense terrain sablonneux. D'accord? Un groupe d'entrepreneurs, attention, des entrepreneurs de la Linea et de Gibraltar. À Gibraltar, il n'y avait pas d'arène, celle-ci faisait donc office d'arène. Je vais maintenant te raconter une histoire que tu ne connais sûrement pas. Et en 1883, cette arène a été construite. L'arène est très historique et elle a beaucoup d'importance dans le domaine taurin. Certains l'aiment, d'autres non, même culturellement. Si tu lis par exemple l'Ulysse de James Joyce, d'accord, l'Ulysse de James Joyce, c'est une journée dans la vie de Leopold Bloom, d'accord? Leopold Bloom est un juif islandais qui vit à Dublin. Et c'est ce qui arrive à cet homme pendant le 16 juin 1909, d'accord? Bien. Il y a 2 parties dans le livre, 2 petits passages. Dans l'un où Molly Bloom, qui est la femme de Léopold, commence à raconter qu'elle a assisté à une corrida dans les arènes de la Linea de la Concepción. Et tu peux te demander, bon, que fait cette femme ici? Très simple. Elle était de Gibraltar, et sa mère était censée être d'ici, de la Linea. Plus tard, près de la fin du roman, le protagoniste évoque les lieux qu'il voudrait voir avant de mourir. Il commence à dire qu'il aimerait aller à Ceylan parce qu'il aime le thé qui y est cultivé. Il aimerait aller au Vatican parce qu'il voudrait rencontrer le pape, à Jérusalem parce que c'est là que Jésus-Christ a vécu.
Et il aimerait voir les arènes de la Linea de la Conception, ou à Torre O'Hara, O'Hara, celui des Cameros. Ce fameux O'Hara a vraiment existé. Ce qu'on ne sait pas, c'est s'il a vraiment toréé ici. C'était un militaire irlandais. Il était en poste à Gibraltar. Attiré par la tauromachie, il quitte l'armée pour la corrida et des preuves montrent qu'il a toréé à la Maestranza de Séville. Une arène très historique dont je suis particulièrement fier car elle était en mauvais état de conservation. Il y a une vidéo sur YouTube si tu veux la chercher. La deuxième arcade, démolie depuis 1975, a été reconstruite grâce à des fonds européens et municipaux. Elle a désormais un aspect spectaculaire. Elle fonctionne actuellement? Oui, d'ailleurs, ceci s'adresse aux amateurs de tauromachie et aux anti-taurins appréciant les corridas. Nous organisons généralement des corridas durant la foire de juillet. Parfois, un spectacle a lieu dans l'année. L'aménagement permet aussi d'accueillir des concerts. Nous avons eu David Bisbal cette année, j'en profite. Le 5 juillet, nous avons ici El Barrio. D'accord ? Le 6 septembre, nous avons Los Chichos et nous avons d'autres activités. Nous avons célébré l'Oktoberfest et le Bloomsday le 16 juin dans l'ambiance mentionnée et organisé une fête, des événements caritatifs, ainsi que des spectacles de moto acrobatiques. Je change de sujet qui me passionne pour expliquer à nos spectateurs que tu as été l'élu le plus voté lors des dernières élections de 2023 avec une majorité qui avoisine les 80%, ce qui est assez atypique, non? Comme cette ville elle-même, et en plus tu viens aussi d'une majorité en 2019, donc je fais le lien. En 2019, j'ai été le 3e, médaille de bronze, et maintenant c'est l'or. Bien sûr, il y a eu une évolution. Cela signifie que les gens vous soutiennent, pas seulement vous, mais l'équipe de la mairie. Et ça tourne aussi autour de ça. Tu vas m'en dire plus en détail, mais si je ne me trompe pas, ça tourne autour de ce renouvellement des espaces, des infrastructures de la ville, et aussi d'une dette qu'il y avait. Peux-tu me raconter un peu comment ça s'est passé? Je vais te faire un commentaire et rappeler que nous sommes un parti indépendant. N'importe qui. Normalement, dans sa ville, c'est le PP, le Parti socialiste ouvrier espagnol, un parti à tendance nationaliste, ou un autre parti de gauche ou de droite qui gouverne. Pas comme nous. Nous sommes un parti indépendant et éclectique où chacun a sa place. Par exemple, j'ignore pour qui vote-t-on mes conseillers aux élections générales. Par exemple, n'est-ce pas? D'un côté, pourquoi avons-nous commencé? En 2015, je crois que nous avons touché le fond. La ville avait beaucoup de problèmes. D'accord ? Nous n'allons pas parler maintenant de trafic de drogue, ni de chômage, ni des relations avec Gibraltar qui, en ce qui concerne Gibraltar précisément, sont très bonnes. Mais la question du Brexit nous perturbe. Ensuite, si tu veux approfondir ce sujet, on pourra en parler davantage, d'accord ? Mais le problème, c'était déjà qu'il n'y avait pas une qualité minimale dans les services publics. La dette était une dette qui, en ce moment... Nous étions en ce moment à 126 millions d'euros, mais il y a 8 ans et demi, la dette était à 177. Nous avons réduit la dette de 51 millions d'euros en un peu plus de 8 ans. À l'époque, on devait déjà 2 salaires aux travailleurs. Actuellement, ils sont payés les 27 et 28 du mois et les fournisseurs sont réglés. Avant, il fallait plus de 2 ans pour être payé après avoir émis la facture. Maintenant, le paiement se fait en 1 à 15 jours. Nous n'avons pas de poste de confiance à la mairie. Si nous comptons seulement sur les employés municipaux, nous n'en avons pas comme ce serait le cas dans un village normal, on dirait, non ? La ville d'en face a une télévision municipale, ce que je trouve très bien, mais nous ne pouvons pas en avoir. Je n'ai que 2 employés de la mairie à la presse présents avant. Il a engagé plus de monde pour cela et bon, on essaie de mener une gestion très austère. Par exemple, une autre mesure que nous avons est le café avec le maire. J'annonce à l'avance sur les réseaux sociaux et dans la presse le jour et l'heure où je serai dans un café. C'est normalement mardi, mercredi ou jeudi à 18h pour éviter que quelqu'un dise que le Real Madrid joue et ne puisse venir. Et maintenant, tous ceux qui viennent là, eh bien parfois ils viennent avec des questions absurdes. Je ne vais pas te mentir, ou avec des plaintes du genre « ma rue a un trou » ou je ne sais quoi. Mais tu te rends compte aussi que dans de nombreuses occasions, la question que te pose le voisin te fait réfléchir, te fait penser
et au final te pousse à chercher des solutions. Certains problèmes n'affectent parfois qu'une personne, ou qui touchent un quartier, un collectif, une communauté. Et voilà. Cette communication avec les gens est un autre des facteurs. Peut-être que vous le souligneriez depuis la mairie, que toi tu soulignerais. Voici 2 questions. Ça ne te gêne pas? La première chose, et je le dis d'emblée, c'est qu'il y a une gestion que vous mettez en avant, je t'explique. Les gens le voient, et par exemple, regarde maintenant ça. Je ne t'amène pas ici par hasard, on est en chemin. D'accord? D'accord. Bon, qu'est-ce qu'il y a sur cette place? Eh bien, regarde, là, on a installé un terrain de sport et tout ça, et là, tu vois les gamins qui jouent sur une petite piste de skate. Ce n'est pas grand-chose, hein? Oui, mais progressivement, comme tu l'as dit. Tu te dis que c'est un accomplissement, mais j'aimerais que tu vois ce qu'il y avait avant, ici. Regardez quelle petite place ils ont ici. Et ce n'est pas la première que je vois. J'en ai déjà vu 3. Rien qu'avec ça, vous avez ici des petites places pour que les enfants puissent s'amuser, non? Bon, je te raconte, cette place que vous voyez a représenté... Je faisais du roller enfant, ça m'aurait plu si j'avais habité là. Cette place a posé un problème de gestion de voisinage. Énorme, pourquoi? On ne va pas se mentir, les banques arrivent. Les voisins craignaient qu'on vienne ici pour faire la fête, qu'il y ait du bruit la nuit, blablabla, que les enfants viennent jouer au football. Enfin, les plaintes, les problèmes et toutes ces histoires. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Bon, quand on avait plus ou moins décidé du sujet, voilà, on a convoqué les voisins, salle du conseil, tout le monde était là, assis, tous ceux qui voulaient redonner leur avis l'ont fait. On a essayé de corriger certaines choses, par exemple, on pensait mettre des barrières métalliques et tout ça, mais elles ont été remplacées par des filets. Parce que bien sûr, quand le ballon frappe la barrière, ça fait du bruit. Regarde, en voici une autre qu'on a réparée. C'est une autre place? Oui, il y a une autre petite place avec un panier de basket là-bas. Depuis combien de temps avez-vous rénové toutes ces places? Quand avez-vous commencé, disons, ce plan de rénovation? Concrètement, ça fait 2 ou 3 ans. C'est depuis qu'on a eu de l'argent, non? Les aires de jeu pour enfants. On a fait une rénovation, on a eu un problème de contrat pour l'entretien, et maintenant on lance déjà un nouvel appel d'offres pour tout remettre en état. Dans un état raisonnable, non? Mais bon, ça avance. Comment les habitants perçoivent-ils cette amélioration des infrastructures? Et toi, qu'en penses-tu? On t'a dit... Le problème fondamental était, je te donne un détail très simple, mais moi, c'est pour simplifier, d'accord? Et maintenant, imagine-toi comme si tu étais un habitant d'ici. Entre 2008 et 2015, soit 8 années complètes, 500 mètres carrés ont été asphaltés dans la ville. 500 mètres carrés, c'est la distance d'ici à ce carrefour. Bien sûr, rien du tout, non? 100, 200 mètres. 100 sur 5? Ça fait 500, bien sûr, allez, ce n'est pas 5, c'est un peu plus. Donc c'est juste un tronçon de rue. Oui, d'accord. De 2016 à 2022, nous avons asphalté 400 000 mètres carrés. Mince, quelle différence alors? Je ne sais pas si c'est beaucoup, mais c'est 800 fois plus. Cela a changé le quotidien, les nids de poules ont disparu. Je peux exporter des problèmes, j'ai toujours des nids de poules. Il faut tenir compte d'une ville où aucune action publique d'importance n'a été menée pendant 8 ans. Imagine que tu laisses en ce moment ta maison sans la peindre et qu'une fuite d'eau apparaît dans la salle de bain à cause du temps. Autrement dit, qu'aucune amélioration n'est apportée à ta maison, de quelque nature que ce soit. N'achète rien, si le réfrigérateur tombe en panne, il reste ainsi 8 ans. Dans quel état trouves-tu la maison? Bien sûr que non, voyons. Il y a même des serpents. Alors, à quoi je veux en venir? Que la ville a encore énormément de problèmes. Bon, la première chose que tu vois, c'est Matos et moi, hein? Je n'ai rien à t'apprendre. Ou, par exemple, pour que cela ait une solution urbaine correcte, il aurait fallu exproprier cette maison. Commencer ici et arriver à cette rue principale, d'accord? Où ai-je la tête? Ce mobilier urbain fait peine à voir, que se passe-t-il? Je ne cache pas les problèmes, d'accord? Donc ce que je veux dire, c'est... Si tu n'as rien, pense à la maison rester 8 ans sans rien faire. Et un jour, ils m'ont peint la cuisine et tu te dis mince, le lendemain, eh bien, ils te changent l'étiquette du portobano. Et on continue avec l'exemple. Ils installent le frigo et quand X années ont passé, tu te dis bah putain, il reste encore à faire le plus important, mais par exemple, en ce moment, on y est presque. C'est à cause des circonstances, d'accord ? Il m'est très difficile d'investir dans les dépenses courantes
Comme embaucher du personnel de nettoyage, car j'ai un plan d'ajustement. C'est-à-dire que la dette de la mairie est tellement élevée que le budget, quand nous l'approuvons, va au ministère. Et c'est le ministère qui me donne le feu vert, ou qui me dit si je dois faire des coupes d'un côté ou de l'autre. Nous avons un budget extrêmement bas, d'accord ? Cependant, nous sommes devenus des spécialistes pour obtenir des subventions. Oui. Allez, une discothèque, allons-y. Nous sommes devenus des spécialistes pour obtenir des subventions. Alors je vais te donner une information, je ne sais pas si je l'ai déjà donnée avant. En 2015, l'année de notre arrivée, l'investissement public était de 335 000 €. Attention, pour une ville de 70 000 habitants. Cette année que nous venons de terminer, l'investissement public a été de 24,5 millions. Waouh! Quelle différence? Oui, bien sûr, et tu te dis, eh ben mince, ça, comment vous avez fait ça? Allons-y, c'est facile. Il se trouve que avoir le soutien massif des voisins, parce qu'ici, il s'est passé pas mal de choses. Jusqu'à un certain point. Sans savoir pourquoi ou sans savoir clairement où cela allait mener. Je ne parle pas de nous, je parle du voisin, non? Lors des élections de 2015, la situation de désespoir était telle. Je l'ai déjà dit dans une vidéo enregistrée, bref, rien. Et si le clown Tonetti s'était présenté, eh bien, il aurait aussi obtenu 9 voix. De la situation atteinte ici à la Linéa. Les gens étaient aussi fatigués et écœurés par la situation en ville que peu importait le candidat. Et à quoi était due cette négligence? Pour que nous comprenions un peu. Très simple. La mairie sait qu'elle a une situation très compliquée. La ville sait qu'elle a beaucoup de problèmes. D'accord? Il est en train de monter la Tunara 1? Ah. Très bien. On entre déjà dans le quartier de la Tunara, non? Oui, Tunara, un quartier ordinaire. C'est un quartier modeste de pêcheurs. Voyons si on a le temps de fouiller la rue Canarias et le reste. Non? Très bien. Alors, et d'ailleurs, je le disais aussi, je vais dire la vérité, avec de graves problèmes de trafic de drogue. Je veux que ce soit clair aussi, hein, que l'immense majorité des gens mènent une vie normale. Et ensuite, il y en a quelques-uns qui ne sont pas seulement 2 ou 3, mais en aucun cas ces quartiers ne se consacrent à ce à quoi ils se consacrent. Bon, revenons à ce dont nous parlions. En 1990, c'est-à-dire jusqu'en 1999, c'était le Parti socialiste ouvrier espagnol qui gouvernait, et pendant les 4 dernières années, c'était toujours le PP. En 91, il y a eu des élections, et c'est Gilles qui les a finalement remportées. Tu t'en souviens? Marbella et toute cette histoire, d'accord? Eh bien, c'est là que le choc arrive, et Gilles met en place des politiques économiques insensées. Il double pratiquement les effectifs. Il engage, selon moi, des dépenses ostentatoires inutiles. Il instaure une politique de sécurité et de propreté stricte. Et nous vivons une sorte de rêve. Un rêve qui se transforme en cauchemar. D'accord? Parce qu'il y a un moment où les ressources s'épuisent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent qui rentre par la vente de terrain, plus d'argent qui rentre par les permis de construire, les recettes s'effondrent, etc. Fondamentalement, quand la crise de 2008 arrive, d'accord? Aux élections de 2009, non. De 2011. La mairie tient difficilement, le Parti populaire gouverne jusqu'en 2011. En 2011, une situation de crise totale survient, et cette année-là, un phénomène commence à s'accumuler. En attente de paiement aux travailleurs, avec la diminution conséquente de l'argent circulant dans la ville. C'est une situation insensée. Les services publics s'effondrent complètement, aucune action n'est entreprise. Bref, un véritable désastre. D'accord? Très bien, allons-y alors. Bon, je vois que tu salues tout le monde. Oui, comme il se doit, non? À part ça, le plus voté d'Espagne. Merci. Excuse-moi de t'interrompre. Oui. Je ne sais pas si c'est typique. Peut-être parce que cette ville compte 70 000 habitants. Ce n'est pas petit, mais vous êtes aussi très... Oui, non. Ici, c'est un fort sentiment d'appartenance. Ah, d'accord. Je ne parle pas de nationalisme, car nous sommes un peuple, mais si notre territoire était plus grand, je le ferais, d'accord? C'est-à-dire, ici, les gens de l'équipe de football vont jusqu'au bout. Quand la foire arrive, moi, je finis presque étourdi, parce que pour commencer, la foire dure 10 jours. Et c'est le passo doble de la ligne. À chaque fois qu'ils entrent d'un côté, passo doble. Après, bon, pas autant, mais ils agitent quand même les drapeaux. Depuis ici, en ville, tu les trouves aussi partout.
Enfin, il y a aussi un sentiment d'union très important. Alors arrive 2015, une situation économique désastreuse, des services publics déplorables, et puis il n'y a pas de projet de ville. Les gens pensaient à partir, moi le premier, je pensais à partir, jusqu'au moment où un groupe de personnes s'est présenté. Sur 25, nous en avons eu 9, comme le Parti socialiste ouvrier espagnol qui avait plus de voix. Finalement, nous avons gouverné avec le Parti populaire, et avec celle qui s'est présentée comme tête de liste d'Izquierda Unida. D'accord ? Bon, une série d'actions ont été menées. La première année a été horrible. Nous n'avions pas de budget, nous n'avions pas de ressources, nous avons réussi. Ce n'était pas une joie, mais c'était nécessaire. Nous avons réduit les gros salaires, ce qui a permis de transférer de l'argent. Du chapitre 1 pour qu'on se comprenne les dépenses de personnel, au chapitre 2 pour qu'on se comprenne les dépenses en biens courants et services. Non ? Alors, à partir de là, nous avons pu commencer à entreprendre certains travaux publics. Bref, cela a généré une dynamique de travail, d'espoir, et les gens ont commencé à voir les choses différemment. Eh bien, les élections de 19 sont arrivées, et là, on a fait un bond important, non ? Enfin, on est passé de 9 à 21. Ensuite, pendant les 4 années suivantes, si des choses avaient été faites pendant les 4 premières, il y en a eu beaucoup plus. Je vais te donner un exemple. À chaque entrée au CARD, mes 3 principaux défis étaient le stade, la Plaza Torre et le marché. Et nous allons faire les 3 choses. Le stade est là. J'espère qu'il sera terminé en septembre. Le marché. On finalise les travaux extérieurs et les stands, malgré un souci avec les commerçants. Mais c'est une autre histoire, d'accord ? Et ensuite, la partie dont j'ai parlé. Le marché. Le stade de la Plaza Torre, que tu as déjà vu, et, eh bien, il est déjà entièrement en fonctionnement. N'est-ce pas ? Vous croyez que j'ai de l'argent pour tout ça ? Mais si vous voyez dans quel état est cette rue, D'accord, je vais aller la voir. Je vais aller la voir maintenant. Je sais, ma femme. Vous savez combien ça nous a coûté ? 2 millions. mais cette rue est complètement bouchée. Au lieu de râler, donne-moi un bisou. Il doit mettre le clignotant. Où dois-je mettre le clignotant ? Sens interdit, il dit voie sans issue. Où ? De quelle partie ? De la rue Le Panto, de la Hacienda del Carmen, là-bas ou ici ? Ma fille, viens. La rue où je voulais mettre le sens interdit, c'est de la musique. La maison donne sur la rue. Pour quelle partie dois-je chercher de l'argent pour réparer ? Je l'ai déjà dit, oui. Oui, mais tu sais tout ce qu'il y a ici. Rue Le Panto 113. Pantlo St. Trace. Tu ne parles plus et ils sont déjà à ma porte. Bonjour, très bien. Toute la maison et le mur sont détruits. Beaucoup de travail nous attend. Vous ne voyez pas les ambulances et camionnettes passer en sens unique ? Une question, madame. Le Panto 113, 113, Le coin avec Santa Clara. C'est là, allez-y. Au revoir. Au revoir, merci. Tu dois mettre Volardo comme objectif, Volardo. Tu ne peux pas sortir les fauteuils roulants. C'est le quotidien, c'est ce que j'allais dire. Ça ne t'arrive pas souvent? Rien, on vient juste de voir 2 dames lui rappeler qu'il y a une rue à réparer. Oui, rien, c'est juste ça. On est dans un quartier, d'accord ? Oui. Bien, ici c'est La Tunara, d'accord ? On longe la plage près d'une zone d'échouage avec quelques bateaux de pêche. Au fond, tu vois l'église de la Vierge du Carmen. Qu'en ce moment, une campagne de collecte de fonds a été lancée pour la réhabiliter. Parce qu'elle est dans un état qui n'est pas bon. D'accord ? Derrière, il y a le port de pêche. Toute cette zone, c'est La Tunara. Et celle-ci, la Tunara, bon, oui, pardon. À l'origine, c'est un quartier de pêcheurs, d'accord ? Et comme je te dis, la grande majorité des gens sont des gens normaux, des travailleurs, des gens qui ont au moins leur commerce, leurs emplois, etc. Et ça, c'est bien. Certains s'y consacrent, pas seulement ici, je ne veux pas que ça paraisse autrement. Non, je ne disais pas que ça se passe ici depuis 600 ans. L'origine de la ville est ici, l'origine. Ici, la ville des pêcheurs de Levante. En fait, il ne reste plus de traces, car il faut savoir qu'il y avait surtout des constructions en matériaux périssables. C'est-à-dire, c'était des cabanes, des baraquements, des abris, des baraquements et tout ça. Ça, c'est un restaurant français, c'est comme ici, super bien, tu vois ? Eh bien, regarde, peut-être plus tard. On est en train de m'enregistrer. Qu'est-ce qui vous arrive ? Le restaurant français, on y mange super bien par ici. Ici, dans cette région, on mange très bien, surtout du poisson frit, notamment au Maradero, au Tomilero et dans un autre restaurant à l'intérieur. D'un point de vue gastronomique, il faudra évoquer ce qui est bon.
Surtout, on aurait comme 3 espaces. Il y aurait le centre-ville, qui est plutôt pour les tapas, où l'on peut en trouver. Et bien différents. On va les appeler des modèles, non? Ici, on a surtout les canapés, les montaditos, puis le reste de la carte de cuisine. Allons dans le secteur marin de Pognante, l'autre partie de la ville, où il y a plusieurs établissements, qui intègrent davantage cuisine, design et autres éléments similaires. Et c'est curieux, mais ceux qui sont là-bas ont plus ou moins la même touche, la même ambiance dans cette zone de la ville. Ici, c'est du poisson. Oui. Le français est un gars qui est venu d'ici depuis l'Alinéa, mais il est né en France et tout ça. Là-bas, il s'est formé comme chef, puis il est revenu ici ouvrir le restaurant. Ensuite, dans tout ce qui est la partie du quartier du centre-ville, c'est plutôt de la cuisine traditionnelle que tu vas trouver là-bas. Je ne sais pas, mec. Boulettes de viande, pommes de terre farcies, etc. Combien de personnes vivent ici, à la Tunara? Peut-être, je ne sais pas, 3000 personnes. 3000 personnes? Oui, regarde, ces rues viennent d'être réparées. Le monsieur a commencé ici à faire du bruit avec la tête du royaume, la rue Le Panteau, là. D'accord? Ici, nous venons d'investir 2 millions d'euros, également avec des fonds européens. Ceci est la rue Canarias, d'accord? Tout le trottoir a été remplacé. Oui, on voit bien que c'est tout neuf, tout neuf. Tous les réseaux d'approvisionnement, d'égouts et pluviaux ont été remplacés, ainsi que l'installation de l'éclairage public. Bonjour, comment ça va? Comme vous le voyez, on a changé le revêtement et installé des ralentisseurs pour limiter la vitesse des véhicules. Il manque des détails, comme par exemple l'installation de bornes. Oui, pour éviter que les gens se garent en double fil. Oui, mais ça a l'air assez neuf, on peut voir comment vous avez refait l'asphalte et posé un nouveau revêtement ici. De plus, ensuite, nous terminerons l'Avenida España, qui est un autre chantier. Il y a une rue parallèle, où a été mis en place ce qu'on appelle le catalogue unique. Pour que l'on se comprenne, nous avons déjà une sorte de manuel d'instruction pour les travaux que nous réalisons. Donc à partir de maintenant, tous les travaux utiliseront ce type de dallage, selon la partie de la ville. Le détail est en rouge, en bleu, ici un peu de style romain, et ainsi de suite pour le bleu. D'accord, intéressant. Et ensuite, c'est très curieux de voir les gamins sortir de ces ruelles. Qu'est-ce que tu veux? Entrer si vous voulez. Ah, ces ruelles. Ici, on accède à des maisons, non? À des habitations. À des habitations, d'accord. Regarde. D'accord, en voici une autre. J'apporte les pelles pour creuser. Alors, par ici, à l'origine, c'était des baraquements. C'était des baraquements? Oui, quand l'eau arrivait, il les soulevait. L'un a construit une maison en dur avec la porte installée. Et donc, il y a ici une géographie assez particulière, non? En quelle année cela a-t-il été bâti? C'est historique. Ma mère habitait rue Le Panteau, et je te parle de l'année 50. De l'année 50? Oui, donc à partir d'ici, on ne peut plus faire de travaux parce que c'est la limite maritime terrestre. D'accord? Ce que tu vois un peu plus loin, c'est le port. D'accord? Juste derrière, tu as déjà ici la mer. Allons. Ah oui. Et ces petites maisons qui, traditionnellement, appartenaient toutes à des pêcheurs. Logement de pêcheurs. Maintenant, on travaille ici, mais moins qu'avant avec le port. Oui, mais le port est là. Le port est juste là, si tu veux jeter un coup d'œil. Oui, allons-y. Allons jeter un coup d'œil, on enregistre ça rapidement. Tu vois le port, d'accord? La criée est assez animée. Bonjour, comment ça va? Ça va? Comment allez-vous? Bien? Je vais voir si je me coupe, tu crois quoi? Un coup d'œil. Ils ont été inondés chez moi. Oui, mais vous avez appelé le camion. Raffaléo a-t-il appelé? Je n'ai pas appelé le camion. Je l'appelle. Ton billet, c'est lequel? Celui-ci, oui. Des Canaries. Je parle avec Raffaléo. Le match a eu lieu à l'angle, en face de l'ancien bar. D'accord, je dis à Raffaléo de venir demain et de faire un tour par ici. Viens maintenant. Ici, il n'y a que des habitations et des gens, comme tu vois. Oui, humble. Regardez ça pour l'instant, puis après, quelques-uns, Il y a un sujet, l'un des principaux soucis de la ville, c'est peut-être le chômage, non? Oui, pour moi en tout cas, c'est surtout cela qui m'empêche de dormir. Le taux de chômage frôle les 30%, c'est énorme. 30%? Alors là, tu te rends compte que le chômage a un côté irréel, hein?
Qu'il soit clair aussi, je m'explique, il y a un pourcentage de la population. Bonjour, comment ça va? Comment allez-vous? Vous terminez, n'est-ce pas? C'est tout frais, c'est pour ça que je t'ai dit de reculer. Ils sont en train de réparer ici. Ils finissent les travaux. Alors le sujet est le suivant. Ici nous avons un taux de chômage qui pourrait être celui de n'importe quelle ville andalouse, Chandal, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, pour une raison ou une autre, sont au chômage pendant la reprise. Parce qu'après le crash qu'il y a eu dans la construction, les pauvres se sont retrouvés perdus. Ou des personnes d'un certain âge dont l'entreprise a fermé et qui ne retrouvent pas de travail, ou des jeunes qui ont terminé leurs études, c'est-à-dire quelque chose de généralisable. Et ensuite, il est vrai aussi qu'il y a un pourcentage de la population, je te le dis, à qui tu peux offrir ce que tu veux, ils n'iront pas travailler. Bien sûr. Donc c'est un souci. À quoi les gens se consacrent-ils principalement? Quelle économie? Ici, tu te trouves précisément ce vendredi, la semaine prochaine, demain c'est vendredi, c'est le milieu de la semaine. La semaine prochaine, j'ai une rencontre d'affaires parce que je vais réunir les 25 ou 30 entreprises les plus importantes que nous avons dans la ville. Ces 25 ou 30 entreprises ont directement employé environ 2500 personnes, d'accord? C'est-à-dire, moi, je n'ai aucune grande industrie comme Acerinox ou Cepsa qui sont dans les communes voisines, mais par exemple, nous avons OBAGU. Je ne sais pas si tu connais le langostilo, tu sais ce que c'est? Eh bien, c'est un type de conserve. Le seul endroit au monde où on le fabrique, c'est ici. À partir de coquillages qui sont pêchés ici et dans cette criée, ils sont traités et tout ça, non? Et ici, en plus, eh bien, nous avons aussi, allons-y. Je suis sûr que vous ne connaissez pas cette information. 25% de tout le saumon fumé consommé en Espagne est produit à l'alinéa. Et produit à la linea. Vous ne le saviez pas? 25%, c'est-à-dire vous avez des usines de transformation du saumon? Le saumon n'est pas élevé ici, on l'achète en Norvège, au Chili et ailleurs. Il arrive ici, on le transforme et le prépare. C'est donc le port de pêche. Oui, nous sommes arrivés au port de pêche. Et ici, il y a une activité importante. Il peut y avoir environ 200 personnes qui vivent de la pêche. D'accord? Regarde ce que nous avons. Ici, c'est la plage Vierge, et au fond, la tour Ménara du XVIe siècle. Et ce qui se trouve à gauche, c'est une résidence de loisirs de la Junta, qui a été fermée, mais ils vont lancer un appel d'offres pour implanter ici une chaîne hôtelière. L'endroit est spectaculaire, c'est comme je te dis. Différents secteurs regroupent de nombreuses entreprises, Conserva étant peut-être celle avec le plus d'employés. Jubago compte actuellement environ 450 à 500 travailleurs sur la ligne, hors temporaire, et il y a aussi les centres commerciaux comme Carrefour. Ensuite, un secteur important de la population est composé de fonctionnaires. Par exemple, l'hôpital compte 900 employés, la police nationale et la garde civile 100, la mairie 600 de plus, sans oublier les enseignants, etc. D'accord? Ensuite, nous avons un secteur des services qu'on sent qu'il y a un bon côté et un mauvais côté. Je m'explique, descendons par ici, je ne suis pas passé par le même endroit. Le bon côté, c'est que nous avons un volume important d'établissements d'hôtellerie, de bars, de cafés, de restaurants et autres. Bonjour, comment ça va? Et avec une assez bonne qualité, mais allons-nous nous mentir? Ce sont 300 petits établissements et ils n'ont pas un grand nombre de travailleurs. Le poumon économique, qu'on l'apprécie ou pas, reste Gibraltar. Gibraltar. Je m'explique, actuellement, il y a environ 72 000 habitants dans la ville et à peu près 11 000, enfin, environ 11 000 travailleurs à Gibraltar, d'accord? Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'il y a 11 000 personnes qui, chaque jour, 11 000 citoyens résidant à la Linea, d'accord? Qui chaque jour doivent traverser une frontière internationale. Et surtout, détail important, nulle part en Europe, et je ne parle pas du monde entier que je ne connais pas. Il n'y a pas de territoire qui soit voisin, avec un écart de revenus aussi important que celui qui existe entre la Linea et Gibraltar. C'est énorme. Cela impacte directement les prix et les habitants de la Linea. Ici, c'est une arme à double tranchant. La relation avec Gibraltar est excellente, mais je parle seulement des liens économiques, sans vouloir vexer qui que ce soit. Je vais te raconter. Actuellement, 8000 étrangers résident en permanence ici, venant de plus de 100 pays et de tous les territoires de l'Union européenne. D'accord? Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que c'est une ville cosmopolite où, par exemple, il est courant que des écoles accueillent des enfants de diverses nationalités.
Et puis tu sors dans les bars, les restaurants et tout ça, et tu rencontres des gens venus des endroits les plus inattendus. Quel est le problème ? Le problème, c'est que nous avons un parc de logements assez limité, et que le prix des loyers est, enfin, on va le dire, très élevé. Mais tu as vu qu'une dame vient de m'arrêter à l'instant avec un problème de loyer ? Et il est probable qu'on ne lui renouvelle pas le contrat parce qu'un étranger arrive avec un travail, la liberté et un salaire. Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande. Malheureusement, non. Après aussi, le ticket moyen dans certains endroits peut te coûter plus cher que si tu vas, par exemple, dans un village plus proche de San Roque, non ? Donc on a un peu ce double tranchant. D'un côté, ça nous bénéficie économiquement, et de l'autre, pour certains paramètres, c'est moins bien. Le reste, ce serait déjà une étude à approfondir. Cette ville d'Andalousie offrait un rendement immobilier de 8%, la plus rentable pour investir. C'était la 8e ville d'Espagne et sur la première liste, tu voyais Madrid, Barcelone, Gandia et l'Alinéa, ce qui te faisait te demander pourquoi l'Alinéa. Vous savez pourquoi ? Parce que tu as cette histoire. Cette histoire qui a cette casuistique particulière ? La frontière, ça n'existe qu'ici. Je débute avec mes pleurs et peines. Oui, vas-y, dis-moi. On peut remplir avec votre plan, non ? Oui, je t'explique. Oui, tu dois demander le statut autonome. Nous en parlerons car beaucoup d'entre nous prient Dieu tout en travaillant dur, n'est-ce pas ? Et en fait, nous avons un plan concernant la question de la ville autonome que je vais expliquer maintenant. D'accord ? Mais ce que nous n'allons pas faire, c'est rester assis à attendre que l'eau tombe du ciel. D'accord ? Alors, qu'est-ce que nous faisons ? Pour l'instant, nous avons déjà réglé la situation économique de la mairie. La dette est en cours de paiement, etc. Ensuite, d'un autre côté, la situation des employés municipaux est désormais plus stable, avec des paiements réguliers. Surtout, nous avons pu embaucher plus de personnel, ce qui était nécessaire, alors qu'avant personne ne gérait les papiers. Tout se fait par concours, les intérimaires travaillent aussi, donc pas de personnes de confiance. Nous avons lancé un projet urbain pour transformer les équipements publics principaux. Nous avons déjà parlé du marché de la Plaza de Toros, du Stade Tal, nous avons piétonnisé le centre-ville, et maintenant nous allons là-bas. D'accord ? Des améliorations sont en cours dans des quartiers comme celui-ci que tu as vu, d'accord ? D'autre part, nous travaillons à l'approbation du nouveau plan général d'urbanisme. Le document que nous avons date de 1985. Il est totalement obsolète. J'espère que nous terminerons avant l'été avec l'approbation définitive de la Junta. Et à partir de là, par exemple, les terrains, ceux que nous avons vus en passant le port de la Hatunara, sur la gauche. Tu te dis, avec ce bout de plage que vous avez ici, comment se fait-il que vous n'ayez pas d'hôtel ? Et ce genre de choses. Avec le PGO, ce n'était pas prévu, avec le nouveau, c'est prévu. Et donc, à partir de là, des opérateurs arrivent et nous commençons aussi à activer ces secteurs. Et ensuite, avec tout ce travail préalable, nous arrivons à faire venir des investisseurs privés. D'accord ? Pour que tu visualises la ville ? Bonjour, ça va ? Nous sommes au centre-ville, d'accord ? Si tu vois là-haut l'organisation de Santa Margarita. Là-bas, sur la Loma ? Les maisons là-bas font partie d'un quartier fermé de Margarita, habité par des familles de classe moyenne. Ensuite, il y a un espace vide de campagne, et ça se termine à l'Alcaïdesa. Ce n'est pas un autre grand, mais c'est le même style, des habitations de bon niveau. Je ne dis pas non plus que ce soit réservé aux riches, non, mais enfin, on parle d'un autre potentiel, et là, nous avons une série d'espaces publics. Dans certains cas, ce sont des équipements. Et en ce moment, à bientôt, nous arrivons déjà à attirer des investisseurs intéressés. Cela va de la création d'une résidence pour personnes âgées à la mise à disposition d'un espace pour une école privée ou à la réalisation de logements, etc. sur des plans partiels. Donc petit à petit, nous arrivons à faire évoluer cette dynamique. Les travaux publics font aussi circuler beaucoup d'argent. Je m'explique. De nombreux ouvriers locaux travaillent sur ces chantiers, même si les entreprises sont extérieures, ce qui génère de l'économie. Je pense que notre rôle en tant qu'administration est de faire en sorte que la boule de neige commence à rouler et ensuite, cela nous plaira plus ou moins. Dans une économie capitaliste, c'est à l'entreprise privée de créer des conditions. Bien sûr, je comprends. D'un côté, il existe aussi un projet bien plus ambitieux et à long terme.
Et ce que je ressens, c'est que même si je l'ai expliqué plusieurs fois, on n'a pas compris qu'il s'agit du sujet de la ville autonome. Actuellement, comme vous l'imaginez, je n'ai aucun intérêt à devenir indépendant de l'Espagne. J'ai entendu cette bêtise quelque part, alors nous sommes... Oui, il y a cette question d'indépendance de l'Espagne. Ce n'est pas le cas. Le sujet a juste coïncidé avec celui de la Catalogne, c'est tout. Ça n'a ni queue ni tête. Ensuite, ils ont aussi voulu le présenter comme une sorte d'opposition à l'Andalousie. Tu dis, non, si tu m'entends, tu ne penserais pas que je suis basque. Non, non. C'est-à-dire au contraire. Nous sommes totalement identifiés à la culture andalouse, nous nous sentons andalous et le drapeau blanc et vert nous émeut sans problème. Allons, ce n'est pas non plus de ça qu'il s'agit, alors de quoi s'agit-il ? Très simple. Nous avons une situation qui est unique en Europe. C'est-à-dire, il n'y a aucun territoire sur le continent européen. Vago, on se voit. Il n'y a aucun territoire sur le continent européen qui est une frontière. Mais si mes talibans à moi sont là, ils sont en train de m'éloigner, hein ? On dirait qu'ils ne m'ont pas vu quand je suis passé. Aucun territoire continental n'a de frontière avec le Brexit, d'accord ? Pas d'Europe continentale, hein ? Juste l'Irlande. Ensuite, il y a les bases militaires Akrotiri et Célia, situées à Chypre, d'accord ? D'accord, alors, si tu analyses ce qu'a fait la Chine, par exemple, en 1979, Deng Xiaoping, alors secrétaire général du Parti communiste chinois, voyait déjà que la souveraineté de Hong Kong serait récupérée en 98-99. Stop, arrête. Ce n'est pas possible. Cela créerait un territoire très développé face à un autre très pauvre et désert. En face, il y avait Shenzhen, une ville d'environ 30 000 habitants. Il développe donc une idée. Il a aussi prononcé la célèbre phrase « Peu importe que le chat soit blanc ou noir, l'essentiel était qu'il attrape des souris ». Il a finalement développé l'idée d'un pays, deux systèmes, et il a créé des zones économiques spéciales, de sorte que toute entreprise qui s'installait à Shenzhen, également avec une participation de capitaux publics, allait bénéficier d'une série d'avantages fiscaux, d'embauche, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? En 1999, Hong Kong a été intégré au gouvernement des régularités. D'accord ? Avec son propre parlement, etc., de la République populaire de Chine. Mais Shenzhen finit par devenir, avec le temps, le territoire avec le niveau de revenu le plus élevé de toute la Chine. D'accord ? Le pourcentage de risque le plus élevé. Oui. Quand j'étais enfant, tu étais plus jeune que moi. Quand tu t'achetais un baladeur ou autre, qu'est-ce qu'il y avait d'écrit ? Fabriqué à Hong Kong. Oui. Aujourd'hui, beaucoup indiquent « Made in République populaire de Chine ». Mais République populaire de Chine ne signifie pas République populaire de Chine populaire. Qu'est-ce que cela signifie ? Que toutes les usines ont fini par s'y installer. Ils ont actuellement environ 5 millions d'habitants. À quoi vais-je faire référence ? Ce que nous proposons, c'est que cette ville bénéficie de certains avantages fiscaux, d'accord ? Et d'autres choses que je vais commenter maintenant, qui feront de cette ville un endroit attractif. Pas pour concurrencer Gibraltar, mais pour profiter de la partie que Gibraltar laisse à cause du Brexit. De quoi est-ce que je parle ? Je fais référence aux entreprises qui, pour des raisons évidentes, Gibraltar n'étant plus en Europe, choisissent de quitter Gibraltar. Pourquoi ? Parce qu'elles agissent à l'échelle européenne et ne peuvent rester à Gibraltar ni opérer en Grèce, Bulgarie ou Lituanie. Nous proposons de placer ce porte-avions ici et que ces entreprises gardent leurs filiales. Pour l'espace, appelons-le Commonwealth britannique, comme vous voulez, et une entreprise venant ici pour opérer dans l'espace communautaire. D'accord ? Donc ça, d'un côté, c'est-à-dire, pour cela, qu'est-ce qu'il faut ? Un régime fiscal spécial. Je rencontre des entreprises, par exemple dans les assurances, qui voulaient s'installer ici, mais ont renoncé car fiscalement ce n'est pas rentable. Elles sont donc en Lituanie. Oui, bien sûr, elles sont en Lituanie. Elles sont en Lituanie, quoi de neuf ? Comment tu vas ? Content de te voir. Par exemple, ensuite, il y a une autre question que, quand je vais te l'expliquer, tu ne la connaîtras probablement pas. Les retraites.
Il se trouve que tu travailles en Espagne, je ne sais pas, tu travailles en tant qu'indépendant, enfin ce que tu fais, c'est ton problème. Oui, oui, oui. Je cotise au régime général, j'ai des sommes, etc. Au final, que se passe-t-il? À la retraite, tu reçois une pension selon tes cotisations. Il existe des pensions maximales et minimales, et tu es entre les deux. À Gibraltar, ce n'est pas le cas. 2 travailleurs commencent à travailler le même jour dans la même entreprise, prennent leur retraite le même jour dans la même entreprise, avec les mêmes années cotisées, et tous les 2 finissent peu par toucher la même pension. Alors bon, où est le problème? Si l'un de ces travailleurs, espagnols, étrangers ou résidents, finit par toucher une pension de 300 ou 400 euros, le Gibraltéen touche aussi ces 300 ou 400 euros. Mais ils effectuent des travaux au bénéfice de la communauté, qui sont très légers. Nettoyer les rues ou ce genre, non? Dans les crèches, enfin, un travail vraiment très léger. Ils finissent en tout par toucher l'aide sociale, ce qui fait peut-être 1400 de plus. S'ils sont libres, ils reçoivent déjà 2000 et vivent avec ça. Et ça, ici, ça n'existe pas. Non? Quel est le problème? Sur ces 11 000 sur lesquels je travaille, plus de 7 000 sont espagnols, un peu plus de 4 000 étrangers. Les étrangers, eh bien peut-être qu'il y en a un, j'invente et que personne ne se vexe, mais peut-être qu'il y en a un qui est bulgare, et peut-être qu'avec 400 euros en Bulgarie, eh bien tu peux vivre. Je n'y crois pas, car j'ai été en Bulgarie et ce n'est pas si bon marché. Mais c'est juste un exemple. Mais l'Espagnol qui vit ici, eh bien quand il prendra sa retraite, il sera un vieux pauvre. Il n'y a aucune frontière en Espagne, que ce soit à Ayamonte, Tui ou la Jonquera, essaye donc. Que le gars du coin travaille au Portugal ou en France, et cette situation ne lui arrive pas. Je comprends. Et ensuite, un troisième point, et c'est que pour diverses raisons, nous n'allons pas entrer dans les détails, mais nous les connaissons tous. On dit que cette ville est celle des 2 pleurs. On pleure en arrivant et en partant. Je comprends pourquoi. Au début, personne ne veut venir, craignant de se faire tirer dessus. Selon des documentaires de Telecinco, nous étions dans le quartier le plus dangereux. D'Espagne, non? Tu as vu qu'on nous a arrêtés plusieurs fois? Une dame se plaint de la rue, une autre de son logement. Et tu as dû voir que bon. Oui, oui, non, très tranquille. Plutôt propre, je ne vois pas de problème. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui se laissent guider par une certaine, appelons-la, publicité mensongère. Et qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent ici effrayés et terrorisés. Alors je me rends compte qu'il y a certains postes de fonctionnaires, principalement, donc des postes de policiers, de professeurs, d'instituteurs, de personnel de tribunal, de médecins, d'infirmiers et autres. Là où le taux de rotation est très élevé, où les postes restent vacants. Par exemple, dans le lycée de mon fils, qui serait le 2e plus grand d'Espagne. Environ 1600 élèves vivent avec des aéroports et il y a près de 200 professeurs. 70% des enseignants intérimaires changent chaque année. Et après, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela? Est-ce lié à la réputation de la ville ou à leur difficulté d'intégration? Non, beaucoup viennent ici presque forcés. Ensuite, chacun a sa famille et son histoire. On n'a pas toujours envie de s'installer ici. Ce n'est pas pareil que, par exemple, si je viens de La Linea. Je tombe à Séville et je me dis mince, bon, ma copine vient ici, je te trouve un travail, allez, on est là tous les deux, salut, et on reste et on fait notre vie à Séville. Ils viennent seuls, puis tu vas au Barcasuso, mais tu n'auras pas le temps d'y aller. Mais le jeudi, là-bas, c'est entre 2 lycées, 2 écoles et un commissariat. Et il y a là-bas des fonctionnaires, tu ne peux même pas imaginer l'ambiance qu'il y a, non? Et puis, quand ils reçoivent leur affectation, beaucoup d'entre eux partent. Je suis aussi allé dans d'autres villes andalouses où l'on me demande « Chancratel et l'Aléache »« Tu es caballero ?» J'ai été affecté là-bas il y a longtemps, j'ai été affecté là-bas il y a 2 ans. Mec, tu ne peux pas savoir, je me suis éclaté, c'était génial, etc. Blablabla. Ils en gardent de bons souvenirs? Oui, mais ils ne restent pas. Alors qu'est-ce qu'on propose? Que ceci soit déclaré comme une zone, appelons-la spéciale pour X circonstances, et que, eh bien, ceci soit dû à des questions de dépression économique, etc., etc., etc. Et que ces travailleurs aient soit une prime de territorialité, ou autre chose, soit une réduction de l'impôt sur le revenu. Alors, je suis sûr que n'importe laquelle de ces personnes, si elle vient ici et gagne 300 € de plus, eh bien, elle se dit mince, alors je reste. Je comprends.
En fait, cette idée n'est pas de moi, c'est juste que quiconque m'écoute, comment instaurer un régime fiscal spécial à l'alinéa. Et tu te dis, mince, Ce serait seulement pour l'alinéa, non? chacun demande ce qu'il veut. Mais le maire de Saint-Roch, député au Congrès, ne peut pas demander. C'était l'ancienne maire. Lors de la dernière législature, elle a été députée au Congrès, elle ne l'a pas demandé. Au contraire, elle dit qu'on l'a trompée et le maire va dire que l'autre est sénateur. Si quelqu'un veut agir, je partirai soudainement comme moi. Mais mon point est le suivant. C'est que ce n'est pas ton idée. Tu me disais que non? Bien sûr, c'est juste que j'en parle, on dirait qu'on me prend un peu pour un fou. Mais le problème de rotation impacte directement la qualité de l'éducation et de la santé. Le problème des travailleurs de la liberté, des retraites futures et de la fiscalité est unique ici. On ne trouve pas ces situations ailleurs en Espagne. Comme je te disais, n'importe qui peut demander « Tu es plus grand ?» Mais un régime fiscal spécial en Espagne et tu dis non, attends, analysons un peu. En Espagne, les Canaries ont un régime fiscal spécial. Tu crois que ce sont des îles? D'accord. Ceuta et Melilla ont un régime fiscal spécial. Tu peux te demander si ce sont des enclaves sur un autre continent. Tu dis oui, mais le Pays Basque et la Navarre ont aussi un régime fiscal et ils sont sur la péninsule. Alors, on fait quoi? Et ensuite, pour continuer, en taillant le crayon. D'accord? Si les accords signés par Puigdemont et Pedro Sánchez aboutissent, le Trésor espagnol annulera 15 milliards d'euros de dettes. Divise par le nombre d'Espagnols, puis multiplie par la population ici. Pour ce village de pauvres et de malchanceux, la fête coûtera 25 millions d'euros. Tu sais, je crois qu'il nous apporte l'amnistie. Oui, l'amnistie. Ah, je donne un chiffre qui me semble à peu près... Qui affecte directement, ajoutant un obstacle supplémentaire. En attendant, nous continuons à travailler. Comme tu le sais, nous sommes aussi au gouvernement de la députation provinciale et obtenons des investissements de la Junta d'Andalousie et de la députation. Comme une histoire du gouvernement d'Espagne, surtout des fonds européens. Regarde, tout à l'heure, on n'a pas eu le temps d'en parler. Celui-là, il va falloir que je mette de l'argent dedans, hein. Je te le dis, c'est le chalet d'Amato, d'accord? C'est actuellement le siège de l'Université internationale Menéndez Pelayo. Allez, on va commencer la réunion avec une conférence qui avait lieu là-bas et tout ça. Et ça, c'était la résidence privée d'un monsieur qui s'appelait Biago d'Amato, qui était un personnage vraiment particulier. C'était un homme d'affaires gibraltarien d'origine maltaise, d'accord, et qui a joué un rôle très important dans le domaine des affaires, et aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'ici, par exemple, nous avons comme... Bien sûr, l'évacuation des Gibraltariens, non, peut-être. Oui, mais celui-ci vit ici. Ah, celui-ci vivait ici. Celui-ci a même mené des activités d'espionnage et des histoires particulières. Par exemple, allons-y, je ne sais pas si tu la connais. Império Argentino Grande Artisti. Oui, ça me dit quelque chose. Des années 30 et tout ça, elle vivait ici, pas exactement à la Linea, mais dans les maisons ou quelque chose comme ça. Et le père argentin, eh bien, les Anglais ont fini par l'attraper parce que c'était un espion au service des nazis. Il a fini pendu là-bas. Dans la ville de Tal. Nous avons encore des séquelles de la guerre mondiale, notamment les bunkers. Certains ont disparu, d'autres font l'objet d'un projet de restauration car ils sont emblématiques de la ville. Ici, les bunkers, parce que maintenant ça ne me plaît pas trop, c'est très raffiné, ils vont apporter les fortins. D'accord? Les fortins, bien sûr, c'est ce que je voulais te demander. Je veux dire, y a-t-il une issue? Parce que dans d'autres villes, ces choses-là sont ouvertes au tourisme, c'est-à-dire qu'elles sont renforcées ou concédées à une entreprise privée. Je peux te trouver une association culturelle de la route des bunkers si tu veux le visiter. D'accord? Eh bien, oui, on pourrait y entrer parce que j'ai remarqué que non, ce n'est pas ouvert au public, n'est-ce pas? C'est fermé à clé et... Tu peux y accéder sur rendez-vous. Je t'organise une visite et te donne le numéro. L'organiser sur place, l'adapter au tourisme et faire payer l'entrée. C'est ce que j'allais te dire. Nous travaillons actuellement sur un projet. Nous préparons un projet pour le récupérer et je précise, c'est vraiment spectaculaire. Créer un itinéraire reliant le fort de Santa Barbara. Nous allons investir de l'argent maintenant dans ce qui reste des lignes de fortification, ainsi que dans les bunkers, un chemin pavé que nous avons justement récupéré des environs de la Plaza de Toros. Il faut intégrer cela car certains sont inondés.
Les travaux viseront aussi à rendre les espaces étanches, avec un matériau, peut-être du béton, je ne sais pas exactement lequel. Luminescent, installer une sorte de lumière indirecte de façon à ce que, même sans lumière, tu puisses voir les marches pour éviter de te cogner la poitrine ou la main et tout ce que cela implique. Mettre en valeur avec des projecteurs les ouvertures des nids de mitrailleuses et conserver la ligne, un projet spectaculaire. Mais nous cherchons des financements que nous finirons sûrement par obtenir tôt ou tard. Désolé, on vient de passer devant ce centre et j'ai remarqué quelque chose. C'est le centre de santé et voici le théâtre municipal de La Vega. Je ne l'ai pas montré à la caméra, sauf ce qui apparaît dans la vidéo, mais j'ai remarqué plusieurs travaux d'aménagement ici au centre. Il y a des travaux partout. Je l'ai remarqué partout, et ce matin je me suis réveillé à cause du bruit. Excuse-moi, on a fini, d'accord? C'est la Junta de Andalucía qui l'a fait avec notre aide, mais c'est elle qui a financé. Et ce que vous voyez là, c'est la deuxième phase. Ça, c'est déjà avec des fonds municipaux. Le jour de mon arrivée, le théâtre était fermé depuis 8 ans. 8 ans fermés? Oui, nous avons investi 800 000 € et il fonctionne. Nous organisons ici des pièces de théâtre et des concerts pour environ 300 personnes. Ensuite, nous avons un passage du Congrès, d'accord? Qui est loin de l'hôtel. Je ne sais pas si tu y loges. Je loge à l'hôtel La Esteponera. Non, dans l'hôtel qui est là-bas. Et nous avons un palais des congrès avec une capacité de 1044 personnes, avec un petit auditorium pour un peu plus de 300 personnes. Donc une autre chose sur laquelle nous misons, c'est d'attirer des événements de premier plan. Par exemple, l'année dernière, nous avons eu ici Fiti Party, nous avons eu Georges Drexler, nous avons des spectacles pour tous les goûts, d'accord ? Et en plus, des activités sportives. Nous avons donc eu des championnats d'Espagne, d'aviron, de marque, nous avons eu des championnats d'Espagne de voile. Nous avons le champ de régate spectaculaire que nous avons à Pognante, le stade de football, dont je suis sûr qu'il y aura une activité importante. Même si notre équipe n'est pas très bien, nous sommes en 2e fédération. Et bon, aussi. Par exemple, le gymnase était aussi dans un état lamentable, et nous avons investi encore 600 000 €. Nous avons fait venir l'équipe nationale espagnole U20, d'accord? Donc jusqu'à... Oui, vous organisez petit à petit. Ça fait aussi partie de cette stratégie de restauration de la ville, non? Et cette partie où nous sommes, d'accord? C'est la rue San Pablo, c'est la rue commerçante principale de la ville. D'accord? On continue maintenant, l'une de celles qui coupe est la rue Réal, la rue que nous avons jusqu'à là-bas. C'est en fait toute la zone piétonne. Ici, l'espace est semi-piéton. Il y a des plateformes uniques et les véhicules roulent à 10 km/h. C'est aussi votre œuvre? C'est notre œuvre, avec des fonds européens, d'accord? Donc ici, par exemple, nous faisons partie du réseau des villes qui marchent. La ville est complètement plate, nous l'avons traversée d'un bout à l'autre, pratiquement oui. Oui. Oui, d'accord, elle s'étend encore. Mais avec le temps qu'on a, c'est déjà beaucoup, non? C'est aussi ce dont je suis le plus fier. Cette rue qui a été coupée par Grenade, la rue suivante est la rue Aurora Vale. Donc nous avons formé un carré qui coupe avec la rue Aurora Vale. L'avenue Espagne qui est au bout et 2 autres rues qui sont ici. Pour que nous nous comprenions, c'est un carré de 400 mètres de côté. Nous parlons de 160 000 mètres carrés. Cette zone a connu une réduction de trafic d'un tel volume. Qu'en 2015-2016, nous étions la commune avec la pire qualité de l'air d'Espagne. Et grâce à toute la piétonisation que nous avons réalisée, nous sommes devenus la 2e commune avec la meilleure qualité de l'air en Andalousie, après San Fernando. Ici, on a arrêté de consommer chaque année, il me semble que c'était environ 5 millions de litres de carburant grâce à la fermeture. Cela impacte l'air que nous respirons. Oui, en ce moment même, cela a permis de récupérer beaucoup d'espace et d'ouvrir de nombreux commerces, mais le commerce s'arrêtait là. Je ne suis pas non plus en train de te vendre une Arcadie heureuse, mais nous arrivons quand même à créer une nouvelle dynamique. Parce que comment serait-ce ici, par exemple, si j'étais venu ici il y a 15 ans? C'est une petite histoire, et les voitures et les autres commerces, c'était pire, les commerces fermés. Mais pire, oui. Ici, il y avait d'abord des voitures, puis seulement des commerces. Regarde, allons sur l'un de nos plus grands chantiers, le marché, et voyons si on peut entrer. D'accord? Et les gens d'ici ne... Les habitants de la Linia se sont-ils plaints du bruit des travaux ou l'acceptent-ils comme normal durant la rénovation?
Je lui dis que trop de silence nuit à la santé. C'est le signe qu'on ne fait rien. Effectivement. Je ne me plains pas du bruit, mais du fait qu'il y a beaucoup de rues barrées. J'ai dit qu'ils n'ont qu'à marcher, c'est ce que je fais. D'ailleurs, un autre village m'a vu faire ça et ça ne les surprend pas, parce qu'ils ont l'habitude de me voir. D'accord? Alors regarde, voici le nouveau marché, d'accord? Ce bâtiment... Ce fait est intéressant. Jusqu'en 1870, d'accord, encore une fois, il était interdit de construire des bâtiments en dur dans la ville. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on craignait que les Anglais finissent par les capturer et tout ça. Le bâtiment le plus ancien est la Commandancia Militar, qui date de 1864, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. D'accord? Ensuite... Puis il y a le bâtiment où nous finirons. L'ancienne Villa San José, devenue mairie, aujourd'hui musée Cruz Herrera. Ensuite, en 1879, l'église de l'Immaculée. C'est-à-dire, tu te dis, bon, eh bien nous avons déjà la commanderie militaire et tout ça. C'était une résidence privée. Tu vas la voir pour te rendre compte de la richesse du monsieur. Ensuite, une église très ordinaire, non? En 1862, le marché, puis en 1883, la plaza de Toro El Mercado. Je ne peux pas le prouver, mais c'est noble. La nef intérieure est classée bien d'intérêt culturel. Il restera un marché spectaculaire. Oui, il voit que c'est là et qu'il en reste peu. Combien pensez-vous qu'il vous en reste? Doit être fait pour juillet. Pour juillet, déjà cette année? C'est ce que j'espère. Nous sommes maintenant en avril. J'espère. 3 petits mois, non? J'espère. Oui, tout va bien. Oui, bien sûr. Attendez, je vais vous montrer un endroit ici, très particulier, mais ce n'est pas à moi. C'est spécial, ses voisins y tiennent. Regarde comme cette petite place est jolie. Elle leur appartient. Un patio andalou, non? Oui, c'est de style patio andalou, avec le Attention à la petite fontaine. petit pot de fleurs, enfin. Ce bâtiment a-t-il été rénové? Oui, il a son âge. Ce bâtiment doit avoir environ 50 ans. C'est sans doute la chose la plus chère ici sur la ligne. Nous sommes en centre-ville. Quel est le loyer ici, par exemple? Pour que tu te fasses une idée. Eh bien, une chambre ou un appartement, un 3 pièces dans un quartier populaire, c'est autour de 800 €. 800 € appartement 3 pièces? Ici, tu ne trouveras pas de très grands appartements à louer, peut-être seulement un 2 pièces ou 60 mètres carrés. Eh bien, tu peux tomber sur, c'est 700 € facilement, 8 cents. 700? C'est l'effet Gibraltar? Salut, quoi de neuf? Vous allez bien? Très bien ici, regarde, on augmente la population des lignes. C'est très bien, hein? Ah, la bonne chance, allez, à plus tard je te dis, c'est connecté, allons-y. Quels sont les principaux investisseurs ou nationalités? Avez-vous identifié ces entreprises? Voyons voir. Gibraltarians? Espagnols, de tout type. Pour ce qui est des petites entreprises, la majorité sont des Espagnols. Ici, ce sont des petites entreprises, d'accord? Bien. Ensuite, tu trouves effectivement beaucoup de Marocains avec un certain type de commerce. Je m'explique. Eh bien, c'est classique. Tout à 1 €, tout à l'euro. J'imagine que oui, tout à 1 €. Coiffure, voilà. Boucherie? Tala est là, avec des Chinois. Car beaucoup de Marocains vivent ici. Oui, elle existe, mais moins qu'une voisine. D'accord? Combien en avez-vous? 72 000 habitants. Ça n'atteint même pas 1000. Ça n'atteint même pas 1000? Ce n'est même pas 1000, je croyais plus. Ce n'est pas la plus grande, hein? Non. Non, j'en ai d'autres en anglais. Bien sûr. Quel est le prix ici, par exemple, pour une bière? Gibraltar influence-t-il aussi les tarifs? Un petit peu. Un peu plus qu'à Ceciras? Oui, un petit peu plus, ça dépend de la bière. Si tu la prends, par exemple, dans un bar à tapas, elle est à 2 €. 2 €. Elles m'ont coûté 1,50 € au lieu de 2,50 €. Avec des tapas aussi? Non, les tapas c'est à part, et elles sont chères, hein? Non, ici c'est la place Fariñas, d'accord? Oui. C'est une des places historiques du village, avec la maison de la culture. Des gens enseignent ici. Actuellement, une exposition sympa permet au moins de voir une sculpture. Elle a été rénovée récemment, non? Oui, et nous avons dépensé encore une fortune pour tout. Le revêtement de la façade et tout le reste. Bonjour, comment allez-vous? Et la fille? J'ai amené un journaliste ici qui va prendre une photo. Eh bien, Cette exposition intitulée Semaine Sainte en propose une interprétation. Mais regarde quelle piété, c'est en métal, oui. Par exemple, ceci est un bidon de sepsis, on le voit bien. Ah oui, de butane en plus, oui. Et bon, ce gars c'est Victor Quintanilla, un artiste d'ici vraiment spectaculaire. Et ensuite, ce sont différentes photographies où chacun peut avoir une interprétation d'une image, non? Par exemple, celle-ci me fait beaucoup rire, parce que celle-ci c'est silence.
Silence, ce n'est rien d'autre qu'ici, bien sûr, tout le monde est silencieux, bien sûr. Silence, s'il vous plaît. Voici Salvatore Monti, une sorte d'ami à moi, et il porte le cœur de Jésus, c'est-à-dire, il a son... La Semaine Sainte ici était marquée par une forte dévotion chrétienne. Je ne dis pas que c'est un village, mais le sentiment religieux est à l'andalouse. Tu vois ce que je veux dire? On me disait chez les Salésiens, comme me disait un curé qui m'a donné cours, nous sommes des chrétiens à 4 roues, c'est-à-dire qu'on va à l'église sur 4 roues, quand on va se faire baptiser parce qu'on t'emmène en poussette, quand tu te maries parce qu'on t'emmène en voiture, et quand tu meurs... Je comprends. Du début jusqu'au fond, là-bas, c'était le premier bâtiment. Le souci, c'est que je dois trouver de l'argent et je n'en ai pas assez pour tout, c'est la maison des machines. Il y a une station de pompage du 19e siècle qui, dans le monde, n'existe qu'à Liverpool et ici. Elle est en parfait état. Le problème, c'est que je ne sais pas comment je fais. Bien sûr, bien sûr. Pour l'ouvrir, ici, dans cet espace, se trouve une école de l'époque de Primo de Rivera, l'un des plus anciens bâtiments de la ville. Ce bâtiment rouge, le collège des Sœurs, et cette rue sont devenus spectaculaires, les gens s'y promènent. Où ce que nous voulions, c'est-à-dire, messieurs, j'attends qu'on me rappelle, j'espère vous donner des nouvelles demain. Allez, messieurs, à bientôt, et comme je te dis, traverse... Traverse, tu vas te faire renverser. Laisse tomber, mec, attends que ce soit vert, et tu vas voir, je vais me faire renverser. À plus. Donc, comme je te dis, il y a une autre ambiance dans cette rue, avec les gens qui viennent se promener. Elle complète un autre projet que nous avons mené, la réhabilitation des jardins de la Villa San José, que nous allons découvrir maintenant. Ceci, c'est qu'est la maison d'un commerçant de tabac, de liqueurs et autres de Gibraltar. Imaginez le pouvoir d'achat de ce monsieur pour construire cette maison. Un petit palais. Il l'a fait bâtir il y a 150 ans, style colonial. Il a fait venir un jardinier italien de Naples qui lui a conçu un jardin d'hiver pour se promener et un jardin d'été pour être plus à l'ombre. Et tout ça avec un petit pavillon japonais qui se trouve là-bas et tout le reste. Ce bâtiment que tu vois là-bas était la maison de jeu des enfants, plus grande que ma propre maison. On dirait un château? Oui, ce petit château était la maison de jeu. Musée Crucerera, bonjour. Comment ça va? Bonsoir. C'était l'ancienne Villa San José, la maison, comme je l'ai dit, d'une femme de Gibraltar. Et en ce moment, nous avons plusieurs choses ici. Actuellement, nous possédons la collection du peintre Cruz Herrera, originaire de la Linea et du début du 19e siècle, au style proche de Romero et de Torres. À son époque, il était très connu, mais ensuite, il a été un peu oublié. L'homme a eu une production très vaste et il a donné une partie de sa collection à la ville. Donc une partie est exposée ici. D'accord, maintenant je te parle de ce tableau, et maintenant, à la suite de cela, voilà, c'est ça, les Trois Grâces. Et c'est derrière le clocher de l'église apparaît et la statue est positionnée comme sur une photo. Ah, je comprends. D'accord, d'accord. D'accord? Derrière, c'est l'église à visiter. Ici, nous accueillons diverses collections, dont celle-ci, inaugurée demain, une exposition photo collective d'une association locale. Ces robes que tu vois sont des robes de haute couture, d'accord? Que nous avons ici en exposition temporaire, d'accord? En plus, elles appartiennent à des personnes assez connues. Lors du 10e anniversaire de notre association de promotion historique, nous avons organisé un événement. Les œuvres les plus représentatives ont été choisies, mais en version manga grâce à l'intelligence artificielle. Ah, je vois. D'accord? Oui, c'est vrai. Ici en haut, nous avons plusieurs choses. D'abord résidence privée, puis couvent. La mairie l'a acheté en 1922 pour en faire l'hôtel de ville. Je suis fonctionnaire ici et j'y ai travaillé, d'accord? La question est que, en 2008, des travaux ont commencé, et comme toujours avec les travaux, ça avance petit à petit, et vous l'avez finalement inauguré en 2016, d'accord? Ici, comme je te disais, on a les costumes, et Pepe Torres, un excellent entomologiste d'ici, et tu vois le gars, Ceci fait partie de sa collection et elle est exposée ici. Ensuite, ce jeune homme travaille à la mairie. Ce sont des photographies prises depuis la ligne, d'accord? Depuis l'espace, avec des caméras spectaculaires équipées de télescopes. On dirait d'un télescope, non? Oui, elles sont prises depuis la Terre et d'ici. Ici, tu as toute la collection picturale mélangée avec ce dont je t'ai parlé, les vêtements et le manga. D'accord? On voit bien que l'intelligence artificielle sait, non?
Oui, bien sûr, s'il te plaît, on sait qu'on aime ça, non? Et puis à chaque salle a presque un thème, la femme est très présente, et comme tu vois, il y a un style très traditionnel et tout ça. Non? Comme je te l'ai dit, ceci était la mairie, d'accord? Et on a gardé le bureau du maire institutionnel, le bureau du maire était juste derrière, ici c'était la salle de réunion. Et voilà, ici. Le portrait par exemple d'Alphonse Cruz Herrera, qui a été maire. Frère du peintre Louis Ramirez Galuzo, qui est le monsieur dont le buste est dehors, qui est un peu le père de la patrie. Puis des quelques objets personnels du peintre. Ceci était la bannière de la ville avec laquelle nous sommes allés à l'exposition universelle de Séville en 1929, où nous sommes catalogués comme la ligne de la collection, ville laborieuse. D'accord? Et ensuite, ceci ici, c'est qu'à l'occasion du 150e anniversaire de l'indépendance, la députation provinciale de Cadix nous a décerné la médaille de la ville. Et ceci, ce sont 2 mentions. Ceci est une mention honorifique. Je t'explique, et ceci, c'est le jumelage avec Buenavitaculo. Le jumelage avec Pomarico aura lieu l'année prochaine. Et je t'explique. Peu de gens connaissent cette histoire en Espagne, mais nous la commémorons depuis un certain temps, c'est important. Et en 1891, un bateau qui venait de Naples se rendait aux États-Unis chargé d'immigrants. Il est entré à Gibraltar pour charger du charbon, mais il a eu la malchance de rencontrer un temps extrêmement défavorable. Un navire de guerre anglais ancré possédait un éperon sous-marin qui a éventré un autre navire, le faisant couler et causant la mort de ses occupants. Ici, face à nos côtes, 500 personnes de ce village. Ils étaient 5, pas 6. 2 ouvrières et une dame avec ses 3 enfants, dont un de 2 ans, allaient à la barre. Son mari avait payé leur voyage pour qu'ils cherchent une vie meilleure. Une telle émotion régnait en ville qu'une souscription populaire a financé un panthéon pour les Italiens venus secourir les habitants. 26 personnes y sont enterrées. Je pense que ces gens n'étaient pas connus en Italie. Chaque année, nous faisons une offrande florale le jour du loup défunt. Et ils l'ont vu, je ne sais pas comment. Ils l'ont vu sur Internet et cela les a tellement interpellés qu'ils ont commencé à enquêter. Cela a provoqué une agitation dans le village. L'an dernier, nous avons eu le jumelage. Et avec Pomarico, ce n'est pas la même histoire, n'est-ce pas? Pareil, parce que je ne sais pas combien sont venus de là-bas. Je t'explique pourquoi, parce que ceux de Buena Habitaculo sont venus en mars, nous leur avons rendu visite en août, et en août, nous allons dans les 2 villages. Ils sont à 2 heures. Et en mars prochain, ceux de Pomarico viennent à la villa. D'accord? Une dernière question. Comment vois-tu l'avenir de la ligne? Et on dit toujours que l'espoir est la dernière chose qui se perd petit à petit. Un dernier message, peut-être? Comment le verrais-tu d'ici, disons, avant que tu prennes ta retraite? Même si tu n'es plus en poste, comment le verrais-tu? Nous avons été confrontés à un point de départ extrêmement compliqué. D'accord? Des problèmes partout, je te mets ça en vert. On a même eu des moments où on ne pouvait pas payer les salaires et ça empirait, non? Donc les problèmes qui dépendent strictement de notre travail sont en train d'être résolus. Et le premier à voir où sont les lacunes, c'est moi. Dans la rue, on a vu des papiers déchirés invendus. Certaines rues, ça sont catastrophiques. Mais bon, ce qui est clair, c'est que si tu étais venu il y a 10 ans et que tu viens maintenant, tu dirais que le changement est radical. Notre idée, dans 10 ans que le changement soit meilleur. Non, évidemment, ça, d'une part, et maintenant, d'autre part, il y a des problèmes qui dépassent largement les limites, les capacités et les obligations d'une mairie. Il y a des problèmes liés à la politique internationale, comme le Brexit. Tu me diras ce que tu peux faire, d'accord ? Bien que nous ayons expliqué le problème en détail et proposé, selon nous, des solutions possibles, d'accord ? Le problème, c'est que je comprends qu'il n'y a pas de volonté de régler ça. Dans bien des cas, à cause de l'incapacité, de la myopie et de la médiocrité de nos politiciens. Allez, je vais m'exclure moi aussi. Je ne pense pas que les autres soient très mauvais et que je sois le seul à savoir de quoi on parle. Ce n'est pas le cas, mais moi, au moins, je propose des solutions concrètes, ce que les autres ne font pas. Et maintenant, d'autres problèmes surviennent. Sans une implication plus forte des autres administrations publiques, la résolution sera difficile. Ceci étant dit, ce que j'espère, c'est que nous puissions continuer à générer cette dynamique positive, afin que peu à peu, certains des problèmes dont nous parlons soient minimisés.
que nous n'ayons pas autant de dépendance à la liberté, que nous n'ayons pas les situations qui se produisent parfois à cause du trafic de drogue, ou que les poches d'exclusion sociale finissent soit par disparaître, que nous améliorions les niveaux d'emploi, que certains taux s'améliorent, comme ceux de l'abandon scolaire. Enfin, ceci étant dit, nous sommes... Ce sont là les priorités, disons, pour si vous travaillez dans les prochains temps. Eh bien, nous resterions ici, puisque l'un des endroits les plus emblématiques de la ville est la place de l'église. D'accord ? Et à plus tard, voici l'église de l'Immaculée, ce dont je te parlais tout à l'heure à propos du tableau. Nous avons le tableau. À plus tard et à plus tard. Si tu entres, d'accord ? Dans l'église, au fond, celle qui est sur l'autel, si tu peux t'approcher, on la regarde rapidement. C'est la patronne, celle qui est l'Immaculée Conception. D'accord, c'est une œuvre d'Ortega Bru. Je ne sais pas si tu aimes la Semaine Sainte. D'accord, Ortega Bru est l'un des principaux imagiers du 19e siècle, d'accord ? Et juste ici à droite, eh bien, tout a de la valeur, mais juste à droite se trouve l'œuvre majeure qui est une image des angoisses avec le Christ, qui est en pierre. En vérité, c'est aussi assez intéressant sur le plan artistique. Eh bien, très bien, je pense qu'on va rester ici dans l'église, non? Encore une fois, un grand merci, Juan, et moi aussi je vais aller faire un tour pour mieux découvrir, d'accord? Merci beaucoup encore une fois. De rien, avec plaisir. À quelle décennie remonte l'éclosion? Le trafic de hashish au camp Libertad, alors qu'il occupe une position clé, parce que dans les années 80 et 90, ce qu'il y avait ici au camp Libertad, c'était ce qu'on appelait descendre au Maroc. 3 générations perdues à cause du trafic de drogue. Ça fait 3 donc. C'est confirmé, c'est 3? Grands-parents, parents et enfants. Si on ne résout pas ça, on va perdre la prochaine génération. Au final, tout le monde détourne le regard et personne ne veut vraiment intervenir de manière globale, avec toutes les facettes que comporte le trafic de drogue. Il s'assoit avec le Maroc pour parler d'immigration, de pêche, de tarifs douaniers et du Sahara. Pourquoi ne s'assied-il pas avec le Maroc pour parler du trafic de hashish ?